Eh bien, merci infiniment pour l'invitation à intervenir aujourd'hui. Mon regard de praticienne, un peu de chercheuse, mais à titre personnel évidemment, sur ce thème du retour de l'ennemi dans les relations internationales. Alors le titre m'interpelle puisque en fait l'ennemi est une catégorie politique et militaire, mais elle n'est plus une catégorie diplomatique ni une catégorie de politique étrangère pour un pays comme la France. Nous ne désignons pas d'ennemis. Aucun document officiel français, revue stratégique, etc., européen et même de l'OTAN ne recourt à cette notion. La notion de référence, distincte de celle de l'ennemi, est celle de menace, qui suppose la combinaison de capacité et d'une intention hostile. Cette notion de menace permet une forme d'abstraction, de désincarnation et évite aussi l'essentialisation. On reste avec la menace dans l'ordre de la potentialité. Le comportement peut changer. L'objectif est précisément d'éviter l'actualisation de la menace et la constitution effective de l'ennemi. L'ennemi, tel que je l'entendrai ici, est donc une catégorie à part. La désignation comme ennemi implique une confrontation ouverte qui peut acquérir une dimension existentielle. L'ennemi se distingue de l'adversaire, en ce sens que, avec l'ennemi, la conflictualité absorbe la relation. Avec l'adversaire, le combat n'est pas existentiel, les enjeux et les formes de celui-ci sont plus limités. Avec le concurrent ou le compétiteur, il peut y avoir coexistence, il y a respect de règles du jeu communes et coopération dans d'autres champs. Le point de départ est que la France et l'Europe ne veulent pas avoir d'ennemis, parce qu'elles ont mis au cœur de leur politique étrangère un projet qui est un projet de pacification des relations internationales après 1945. Il n'y a plus d'ennemi héréditaire désigné, d'ennemi absolu pour ce qu'il est, au sens schmittien du terme, et tout est fait pour éviter que se reconstitue une telle figure. Pour autant, choisit-on de ne pas avoir d'ennemis ? Et comment faire face à l'ennemi quand nous sommes désignés comme tels ? Ennemi malgré nous, pour reprendre le titre de cette table ronde. Alors je vais procéder en 3 temps. Premièrement, de montrer que depuis la fin de la guerre et singulièrement entre la fin de la guerre froide et les années 2000, les démocraties européennes avaient dans une certaine mesure désappris à penser l'ennemi. Mais, le deuxième temps, elles ont dû se confronter à la réalité qu'elles étaient désignées comme ennemies par d'autres. Elles n'ont donc pas d'autre choix, et ce sera le troisième temps, que de réapprendre à penser la figure de l'ennemi, que de faire la distinction entre une politique pacifique et une politique pacifiste, sans toutefois perdre leur aspiration à une société internationale régulée par le droit. L'Europe, en particulier, doit rester un projet de paix, mais apprendre la confrontation. Alors, le premier temps, l'Europe et la France ne veulent pas avoir d'ennemis. Je me réfère à l'essai de Jean-Yves Le Drian de 2016, « Qui est l'ennemi ?», juste après les attaques de 2015, dans lequel il rappelle que les Occidentaux n'ont plus défini leur identité nationale après 1945 par rapport à un autre diabolisé. Et du coup, quelle que soit la possibilité de résurgence d'un ennemi majeur, ce dernier resterait conjoncturel. Plus d'ennemis héréditaires, ce que Hannah Arendt appelle l'ennemi objectif, désigné indépendamment des conséquences, comme avait pu l'être pour la France, l'Allemagne entre 1870 et 1945. La construction de l'Europe politique vise à surmonter les inimitiés séculaires et rendre cette figure de l'ennemi obsolète. La réconciliation franco-allemande est au cœur de ce mouvement de conversion de l'ennemi en ami, achevé par le traité de l'Élysée du 22 janvier 1963. Et toute la construction européenne vise à transformer les rapports de force entre États pour les réguler par le droit, la procédure et la négociation. Alors cette pacification des relations entre Européens de l'Ouest se tenait évidemment néanmoins dans le contexte de la guerre froide et de la menace soviétique. La figure de l'adversaire était donc bien présente et a sans conteste aidé à la construction de l'identité européenne. Soulignons toutefois qu'une asymétrie existait dans les conceptions réciproques de l'adversaire.
L'objectif de Staline était la domination soviétique à terme de l'Europe, et l'URSS avait, au moins dans les premières décennies de la guerre froide, une théorie marxiste-léniniste de l'ennemi stipulant l'inéluctabilité de la victoire finale. L'Europe, de son côté, envisageait un ordre de sécurité européen d'après-guerre qui supposait la possibilité d'intérêts compatibles, même entre des systèmes incompatibles. Et par ailleurs, elle n'avait pas de plan d'invasion de l'URSS. La désignation de l'URSS comme ennemi restait rare. L'ennemi, c'est le communisme, dira Madame Thatcher, en visant donc l'idéologie et en évitant de désigner un État en particulier. Reste ce paradoxe. L'Europe se constituait sur l'idée d'un dépassement de la distinction schmittienne ami-ennemi à l'intérieur de ses frontières, mais le contexte de la guerre froide a sans doute aidé à l'intégration européenne. D'une certaine manière, l'approfondissement de cette intégration et cette mise à distance de l'ennemi ont été rendus possibles par la protection américaine, qui a eu deux effets sur l'Europe. Tout d'abord, celle-ci a nivelé les rapports de puissance entre États européens et a nullifié l'hypothèse d'un recours de la force en Europe. Et d'autre part, les États-Unis prennent en charge la plus grande partie du fardeau de la défense de l'Europe de l'Ouest. La construction européenne peut donc se poursuivre comme projet de pacification parce que sa sécurité repose ultimement, dans le cadre de l'OTAN, sur les garanties nucléaires américaines. Dans ce cadre, il faut aussi prêter une attention particulière au rôle propre de la dissuasion nucléaire. La stratégie de dissuasion nucléaire a transformé les possibilités d'expression de l'hostilité et empêche la confrontation existentielle, c'est-à-dire la constitution effective de l'ennemi militaire. Pour reprendre la formule de Raymond Aron, paix impossible, guerre improbable. Cette dissuasion nucléaire vise précisément à empêcher l'émergence d'un ennemi existentiel, à peser sur le calcul de l'ennemi potentiel, de telle manière qu'il renonce de lui-même à s'ériger comme tel. Le livre blanc de 1972 en France consacre la dissuasion nucléaire comme le cœur de la doctrine de défense française. Et à cette occasion a d'ailleurs lieu un débat autour de la notion d'ennemi. Faut-il mentionner l'ennemi? Et finalement, cette notion est délibérément écartée du vocabulaire du livre blanc. On retrouve dans ce choix l'idée de refus des blocs et le non-alignement sur les grandes puissances, avec un tempérament cependant, qui est le suivant. Le refus des blocs n'est en aucune façon méconnaissance de la valeur que représente l'Alliance atlantique. Et il faudra attendre sous la Ve République l'année 1976 pour que le pacte de Varsovie soit désigné comme l'adversaire potentiel. Alors après la guerre froide, assez naturellement, l'aspiration qui fonde le projet européen d'effacement de l'ennemi est universalisée. Les pays européens vont ordonner leur politique étrangère autour d'un objectif d'effacement de l'ennemi et de l'ennemi potentiel par la conversion. C'est vraiment ce qui est au cœur de l'effort de transformation de la Russie en État européen, qu'on essaye de convertir en démocratie occidentale, les échanges commerciaux devant faciliter cette évolution. C'est la notion de Wandel durch Handel. C'est cette aspiration que traduisent la fameuse maison commune européenne évoquée par François Mitterrand dans son discours au Bundestag en 1989, ou encore la notion de l'émergence d'un espace de stabilité, de sécurité et de prospérité au cœur de la politique européenne de voisinage de l'Union européenne à partir de 2004. Dans cette nouvelle ère, le recours à la force est alors envisagé comme un moyen de restauration du droit dans des opérations qui s'apparentent, voire se présentent comme des opérations de police sous mandat de l'ONU, et non pas comme des moyens de gestion du rapport de force ou de poursuite d'intérêts offensifs. Avant de revenir aux ruptures, il faut encore souligner qu'il serait facile de tourner en dérision ce qui pourrait apparaître rétrospectivement comme une période, comme une vision irénique. Il y a une sorte d'idéal de la raison dans cette vision. Une société internationale fondée sur le respect du droit, sur l'absence du recours à la force, en dehors des cas prévus par la Charte des Nations Unies, et qui serait donc cette universalisation du projet européen. Cette vision est parfaitement cohérente avec les fondements philosophiques, politiques et constitutionnels de nos sociétés démocratiques, comme d'ailleurs Julie Saada l'a montré hier. Elle vise à convertir et à transformer l'ennemi potentiel en partenaire. Il conviendrait également de rappeler l'hétérogénéité des perceptions et des pratiques des États européens. À cette époque, les pays de l'Est avaient bien à l'esprit la possibilité d'un retour de l'ennemi et on peut dire aussi que la France a peut-être moins désarmé que d'autres pays européens.
La conséquence a toutefois été que les Européens, et singulièrement l'Union européenne, ne se sont pas organisés collectivement pour faire face à la résurgence de l'ennemi. La conjonction de la nature même du projet européen et de la persistance de la protection américaine ont conduit à une situation de désarmement réel et intellectuel face à la figure de l'ennemi. Alors, deuxième temps, la France et l'Europe ont dû faire face à la réalité qu'elles étaient désignées comme ennemies par d'autres. C'est la situation à laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés, et cette désignation comme ennemi sous deux formes. D'abord par les groupes terroristes tels Daesh, et on ne peut plus désormais exclure de l'être par des grandes puissances. Donc la première exception à l'absence d'ennemis a ainsi été apportée par le terrorisme. La France se retrouve confrontée à une figure de l'ennemi au moment des attentats de 2015. Et comme l'explique Jean-Yves Le Drian en 2016, nous sommes désignés comme ennemis, que nous le voulions ou non. En l'occurrence, c'est bien Daesh qui nous a déclaré la guerre en nous désignant comme ennemis en parole et en acte. François Hollande déclare alors que la France est en guerre et désigne Daesh comme ennemi. Cela démontre au passage aussi ce que signifie pour la France la notion d'ennemi. Il s'agit d'une lutte existentielle. Toutefois, deux conceptions de l'ennemi bien différentes se faisaient une nouvelle fois encore face. Pour Daesh, l'ennemi était structurel. Nous étions désignés comme ennemis objectifs, indépendamment de nos actions, pour ce que nous étions, des judéo-croisés, et ce que nous représentions, dans une vision eschatologique et fanatique. De son côté, la vision française était celle d'un ennemi conjoncturel, limité dans le temps et dans l'espace. L'ennemi désigné n'était pas le terrorisme, mais précisément Daesh, un proto-État terroriste reposant sur différents groupes djihadistes spécifiques, ayant développé un agenda international et reposant sur une idéologie extrémiste de destruction de l'Occident. Rappelons au passage que la France n'a jamais fait sienne les formules très controversées telles que l'axe du mal ou l'islamo-fascisme développé alors, ou encore la notion de guerre préventive. La deuxième résurgence de l'ennemi intervient à l'initiative de la Russie de Vladimir Poutine. Le constat s'impose. L'effort européen de conversion de la Russie a lourdement échoué. Cet échec est visible depuis 2008 au plus tard, avec l'invasion de la Géorgie, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine aux affaires sans doute, en 1999. Et il a été en réalité annoncé par Vladimir Poutine lui-même lors de la conférence de sécurité de Munich de 2007, même si nous n'avons pas voulu le voir et que Barack Obama a voulu appuyer sur le bouton reset en 2008. La Russie était demeurée dans le monde réaliste et basculée dans un référentiel schmittien, peuplé non pas d'ennemis conjoncturels, mais d'ennemis structurels, absolus, ennemis mortels. Le dirigeant russe en est venu à considérer que la dépolitisation et la désidéologisation avaient contribué à l'effondrement de l'URSS, qualifié de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Vladislav Surkov, conseiller du président russe, l'exprimait dans une interview en 2005, au moment des révolutions de couleur, au Spiegel, en regrettant que la Russie ait le sentiment de ne plus être entourée d'ennemis, mais de concurrents. Cela rend les choses difficiles, dit-il. Si c'est un ennemi, vous pouvez mourir héroïquement au combat. Perdre une compétition, cela signifie seulement que vous êtes le perdant. Dès lors, la confrontation avec l'Occident devient un facteur de consolidation de la Russie poutinienne, en plaçant la distinction ami-ennemi au fondement du politique. Vladimir Poutine développe un nouveau discours pour justifier l'emploi de la force et discipliner le corps social. À la manière des poupées russes, ce discours imbrique plusieurs figures de l'ennemi. La première, c'est l'Ukraine de Vladimir Zelensky, qualifiée de régime nazi, à laquelle Moscou ne veut reconnaître tout au plus qu'une souveraineté limitée quand il ne nie pas son droit à l'existence. La Russie veut reconstituer sa sphère d'influence et renoue avec des ambitions néo-impériales. Or, comme le disait Brzezinski, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. L'Ukraine est enfin, pour Vladimir Poutine, un dangereux exemple de trajectoire européenne et démocratique perçue comme une menace interne pour la stabilité du régime.
Deuxième figure, l'Union européenne et l'OTAN, avec l'objectif d'affaiblir les garanties de sécurité américaines et de désarmer les Européens pour être en mesure de faire peser sur eux une sorte d'épée de Damoclès sécuritaire. Troisième figure, enfin, l'Occident, qui imposerait à la Russie ses valeurs délétères et corrompues, la Russie étant le fer de lance du combat pour le retour des valeurs traditionnelles contre un Occident fréquemment assimilé au satanisme, diabolisé donc. Le discours poutinien a une dimension religieuse et eschatologique indéniable. Il s'agit enfin d'une lutte contre ce qui est qualifié d'hégémonie américaine et identifié avec l'ordre international fondé sur le droit. Comme le dit Vladimir Poutine, un ordre nouveau doit advenir. Ce qui est intéressant, c'est que cette politique étrangère russe peut se lire au travers des grands concepts de Carl Schmitt, comme l'ont mis en lumière de nombreux chercheurs. Il y a d'abord ce refus d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis qui fait écho au plaidoyer de Carl Schmitt en faveur d'un pluriversum. Le rejet poutinien des interventions humanitaires et de l'ordre libéral, qui recouvrirait en fait l'intérêt égoïste des pays occidentaux, fait écho au rejet de Schmitt de l'ordre juridique des vainqueurs imposé aux vaincus. La notion schmittienne de grands espaces, Großräume, dominés chacun par une grande puissance, en capacité de faire régner l'ordre dans sa zone, en limitant la souveraineté des pays s'y trouvant, et d'en exclure les grandes puissances étrangères, fait écho à la conception poutinienne des relations entre les États du prétendu étranger proche et du soi-disant monde russe. L'ironie et le cynisme veulent que les dirigeants russes développent un discours victimaire et inversent les responsabilités de la désignation de l'ennemi. Dans le discours du 24 février 2022, celui qui lance l'agression à grande échelle contre l'Ukraine, Vladimir Poutine présente la Russie comme l'agressée. Il dit « Ceux qui aspirent à la domination globale ont désigné publiquement la Russie comme leur ennemi ». Il accuse les Occidentaux d'avoir cherché à détruire nos valeurs traditionnelles et à nous imposer leurs fausses valeurs. Il s'agit d'une question de vie ou de mort qui concerne notre avenir en tant que nation. Pour reprendre les références à Carl Schmitt, Vladimir Poutine s'érigerait presque en figure du partisan contre la domination américaine, justifiant au nom de celle-ci une guerre coloniale en Ukraine. Alors maintenant, le troisième temps, c'est le dilemme de l'Europe. Comment faire face à un ennemi sans renier notre idéal politique d'une société internationale pacifique? La dernière décennie, et singulièrement depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, a été un moment freudien pour les Européens, au sens de Julien Freud. Dans la réflexion de ce dernier sur la distinction ami-ennemi, dans la caractérisation du politique et des relations internationales, est très présente cette idée que l'ennemi n'est pas un choix. Si nous sommes désignés comme tels, alors nous avons objectivement un ennemi. Je vais vous raconter cette anecdote qui est maintenant assez célèbre. En 1965, Julien Freud soutient sa thèse sur l'essence du politique. Jean Hippolyte, membre du jury, qui est de l'école hegelienne, exprime un profond désaccord avec cette idée que la caractérisation ami-ennemi définirait le politique. « Si vous avez vraiment raison, il ne me reste plus qu'à cultiver mon jardin, lui dit-il. » Et Julien Freud répond « Je crois que vous êtes en train de commettre une autre erreur, car vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez l'ennemi, vous l'êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. » La Russie nous désigne donc à bien des égards comme ennemi. J'ajouterai qu'à la menace russe s'ajoute le défi chinois, qualifié par l'Union européenne par le triptyque partenaire, compétiteur, rival. La Russie est pour l'heure dans le registre du risque et non de la menace. Toutefois, la coordination plus étroite entre Russie, Corée du Nord, Iran et Chine pose question, de même que les ambitions affichées par la Chine de refondation de l'ordre international aux caractéristiques chinoises, le développement de ses capacités militaires et les stratégies d'intimidation observées.
Ainsi, si nous ne considérons pas la Chine comme une menace, il n'est pas certain que la réciproque soit et sera vraie. Par ailleurs, comme prévu par le général Beaufre, les Européens doivent faire face à l'accroissement des confrontations indirectes, que l'on a appelées hybrides, c'est-à-dire des stratégies hostiles, mais sous le seuil de la conflictualité ouverte et souvent non assumées. Alors on peut penser que ces stratégies indirectes sont un moindre mal si ces attaques signifient que l'adversaire se limite et que cette retenue n'est pas le préalable à une confrontation directe désinhibée. Mais en fait, ces stratégies ont souvent pour caractéristique d'attaquer des vulnérabilités de l'ouverture, celles qui découlent précisément du projet de pacification porté par les Européens. Liberté d'expression exploitée pour la désinformation, liberté de circulation des hommes, des biens et des capitaux exploités pour opérer sur le territoire européen, contourner les sanctions, etc. Nos sociétés connectées ont une forte surface d'exposition, qu'il s'agisse des câbles, des attaques cyber ou encore du spatial. Et donc il faut prendre au sérieux ces dimensions, puisque ce qui est ciblé est en réalité la capacité des démocraties à délibérer, à décider et à exécuter collectivement. Ces stratégies fragilisent les espaces publics, fragilisent la confiance dans les institutions, inhibent les processus de décision. Autrement dit, ce que l'on nomme guerre en zone grise ou hybride vise en réalité le cœur de nos processus de décision démocratique. Et il s'agit d'une instrumentalisation des asymétries qui découlent des fondements politiques différents de nos sociétés, dont les unes visent la pacification et l'effacement de l'ennemi, tandis que les autres se maintiennent grâce à la notion d'ennemi et à la confrontation permanente. La conclusion de tout ça, c'est qu'il faut apporter des tempéraments à notre réticence à l'ennemi. Sans renoncer à l'objectif de pacification des relations entre États tel que voulu par la Charte des Nations Unies, l'Europe doit accepter le rapport de force par exception, mais de manière résolue. D'abord, en continuant de décourager toute tentation pour l'adversaire potentiel de s'ériger en ennemi existentiel, et en ce sens, la dissuasion nucléaire conserve ses vertus stabilisatrices. Elle continue de limiter la confrontation, et le cas de la guerre en Ukraine l'illustre. La Russie se tient à l'écart de l'OTAN et ne cherche pas la confrontation directe. La dissuasion a également pour vertu de rendre nécessaire un espace minimal de coordination, ne serait-ce que pour éviter l'escalade involontaire et les mauvaises interprétations. Par ailleurs, l'issue de la guerre en Ukraine sera décisive et nous avons un intérêt majeur à ce que l'agression russe soit mise en échec en apportant à l'Ukraine un soutien à la hauteur de l'enjeu de sécurité que ce conflit représente pour le reste de l'Europe. En second lieu, les Européens doivent déterminer s'il est toujours acceptable que l'essentiel de la protection du continent européen reste pris en charge par les États-Unis. Quid si les États-Unis décident de diminuer cette protection ? Les États européens que le projet de paix qu'ils ont poursuivi a conduit vers le désarmement, peuvent-ils dissuader et se défendre seuls contre une menace comme la Russie ? Font-ils assez dans leur effort de défense ? Outre le renforcement des capacités militaires conventionnelles, faire face suppose également d'apporter des corrections à la logique d'ouverture et de coopération lorsqu'elle crée trop de vulnérabilité, sans toutefois contrevenir à notre modèle démocratique. Et donc ça suppose de développer des outils de correction des vulnérabilités économiques, commerciales et technologiques, des outils de sécurité économique par exemple, et de développer des outils de rétorsion dans tous les domaines, cyber, sanctions, etc. Et enfin, ce sera mon dernier point, il faut se garder d'essentialiser l'ennemi et toujours penser la possibilité d'une autre trajectoire, de la reprise d'un dialogue qui ne soit pas une simple reddition ni capitulation, quand les conditions sont réunies, la première d'entre elles restant le respect du droit international.